Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Pour les auditeurs qui nous rattrapent maintenant, je rappelle qu'Éric Dénessé est docteur en sciences politiques, consultant en risque management et en intelligence économique et surtout directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et vous publiez, Éric Dénessé, ce livre avec Alain-Pierre Laclotte, La nouvelle guerre secrète, unité militaire clandestine, opération spéciale. Et vous expliquez, aux éditions Mareuil, vous expliquez dans ce livre, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre a changé de nature et de visage. On est passé d'objectifs de grande taille à des recherches sur des informations microscopiques. Et donc, de fait, ça a changé considérablement le visage des services de renseignement. Et vous consacrez ce livre à la description de ces nouveaux visages. Alors, vous parlez des services du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Israël. Vous parlez un petit peu de la France, on va en dire, mais c'est un peu différent. Et peut-être pour commencer, comment avez-vous travaillé sur les services secrets ? Parce que par définition, c'est relativement secret. Vous en parlez. Vous en parlez quand même dans l'introduction. Vous dites que la littérature à ce sujet est limitée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aussi, comment est accueilli ce genre de publication par les services ? Alors, d'abord, nous avons pu faire ce livre avec mon co-auteur qui est lui-même ancien du service action. Moi, je suis ancien analyste du renseignement, donc c'est un monde que nous connaissons relativement bien, parce que connaît-on vraiment jamais parfaitement ce milieu-là. Et deuxième chose, donc on a une capacité à décrypter, y compris dans les sources ouvertes, un certain nombre de choses. Alors, on a tenu à faire un livre à partir de sources ouvertes, parce que effectivement, toutes ces informations-là sont confidentielles, mais il n'empêche que les contacts que nous avons dans ces milieux-là nous permettent de dresser un tableau assez précis. Puis, surtout, en tant qu'ancien praticien de ce métier, on voit les évolutions professionnelles. C'est chacun dans son business, dans son métier, voit bien comment un domaine évolue. Et voilà, c'est ce qui nous semblait important de montrer, cette double évolution que vous décriviez, la première à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la deuxième à la fin de la guerre froide, et des nouveaux besoins qui apparaissent en matière de renseignement spécifiques pour la lutte antiterroriste. Alors évidemment, on va aller sur ce sujet qui est le cœur de votre livre. Juste encore une question, c'est sûrement très très naïf, mais comment s'est accueilli ce genre d'ouvrage ? Est-ce que c'est embêtant pour les services de renseignement ? Aucunement, parce que d'abord, il n'y a pas de révélation sur la France. Peut-être qu'on y reviendra, il y a quelques réflexions qui y figurent. C'est essentiellement un livre sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais de toute façon, par principe, généralement, les services ne réagissent pas. Tant qu'il n'y a pas de révélation qui mette en danger la sécurité nationale ou la sécurité du service, auquel cas il peut y avoir un procès, comme ça a été le cas dans les années passées, mais il n'y a pas de réaction officielle. Gilles. Et parfois, comme dans le cas d'Israël, ça participe dans l'aura de services. Ils sont très contents qu'on exagère un petit peu leur puissance, que ça devient presque diabolique, le Mossad est partout, etc. À la base de quelques livres. Que vous êtes israélien, Guy Michaï, c'est important de le préciser, parce qu'en plus on va parler d'Israël. Oui. Donc dans le cas précis de Mossad, je pense qu'évidemment, sauf si on dévoile quelques détails, et encore, c'est pas très important, les bénéfices stratégiques sont énormes de ce genre de films bien exagérés, des séries. Oui. C'est une caractéristique à la fois britannique et israélienne indéniable. Non seulement ils sont bons dans le métier, mais ils sont encore meilleurs dans le faire savoir. Et dans la communication, finalement. Et donc ça terrorise l'adversaire. Pensez à James Bond. Oui, tout à fait. Et si on compare les budgets et les moyens des Américains avec celles de Britanniques, avec l'aura médiatique, cinématographique, ça n'a rien à voir. Oui. Non mais d'accord, ça fait partie de la communication, donc finalement c'est sûrement bien accueilli. Et surtout qu'en plus c'est assez, on va commencer par parler de la Grande-Bretagne, c'est assez flatteur, on voit qu'ils savent faire appel à des profils très originaux, vous le racontez, et vous citez notamment, vous commencez par citer Laurence d'Arabie, qui était peut-être un des premiers profils excentriques comme vous dites. Oui, alors le livre se concentre sur des aspects techniques, on ne porte pas de jugement, sauf à quelques reprises quand on trouve qu'il y a une dérive démocratique sur la justesse du combat.
Mais effectivement, l'origine de ces unités militaires clandestines, qui sont quelque chose de très spécifique qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que chez nous, un militaire ne peut pas intervenir en civil et ne peut pas intervenir sous fausse identité. On considère que ça contrevient aux lois de la guerre et aux conventions de Genève. Mais pour des raisons géopolitiques et historiques particulières, les Britanniques comme les Israéliens, qui n'ont pas de gendarmerie, ont dû, à un moment donné de leur histoire, développer sur leur territoire national des unités militaires particulières pour faire du renseignement. Alors en Irlande du Nord pour les Britanniques et en Cisjordanie et à Gaza pour les Israéliens, parce qu'ils n'avaient pas ce corps qui est la gendarmerie, qui est un corps à la fois policier et militaire, qui permettait de combler le vide entre les forces armées et la police. Et donc l'histoire est différente, et ces deux États ont développé un vrai savoir-faire en la matière. Finalement, ils remontent assez loin pour les Israéliens. Ils remontent à la Seconde Guerre mondiale, lorsque le SOI, qui était le service action du temps de guerre britannique, a mobilisé un certain nombre de membres de la communauté juive pour mettre des unités en place. Alors soit des Ashkénazes pour se faire passer pour des membres de l'Afrika Korps et infiltrer, opérer derrière les lignes allemandes, soit au contraire des Juifs Mizraïm ou séfarades pour faire de l'infiltration en Syrie, et notamment contre les forces françaises à l'époque qui n'étaient pas ralliées, je dirais, au camp occidental. C'est lors de l'une de ces opérations que Moshe Dayan a perdu l'œil. C'est ça, au moment de la à Litanie. Absolument, contre les forces françaises. Alors, je ne sais pas si on rentre d'abord sur la description de chacun de ces services, ou si vous voulez peut-être qu'on explique d'abord sur le changement de visage de ces services et les raisons. Et comme vous le dites, vous avez commencé à parler du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Et ça, vous l'expliquez très bien, notamment dans votre introduction, le fait que maintenant tout doit être... ce sont des micro-informations. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce sujet ? Oui, alors il y a deux choses qui se passent. Un, on a affaire, à la différence de la guerre froide, on recherche effectivement de l'information de très petite taille. C'est-à-dire pendant la guerre froide, on faisait du renseignement, ce qu'on appelle du macro-renseignement, c'est-à-dire qu'on cherchait à identifier une division blindée soviétique, une base de missiles. Ça veut dire des structures qui avaient des centaines, voire des milliers de personnes et qui laissaient beaucoup de traces, soit dans la presse, soit par la sous-traitance, soit par des photos satellites que l'on pouvait obtenir ou des écoutes électroniques. Et puis dès l'instant qu'on est rentré dans la guerre contre le terrorisme, on a affaire à des sociétés qui ont des fonctionnements criminels, donc des structures de petite taille, avec un nombre limité d'individus, une paranoïa encore plus forte que pendant la guerre froide, celle qui pouvait caractériser les services de l'Est. Et du coup, l'information dont on a besoin pour empêcher un attentat, elle est dans la tête d'un terroriste, elle est dans une chambre d'hôtel, elle est dans une valise. Ça a changé les manières de fonctionner. Puis il y a un deuxième changement qui est arrivé derrière ça, c'est que pendant la guerre froide, on faisait essentiellement du renseignement depuis les ambassades, avec des officiers traitants qui étaient en majorité des civils, qui travaillaient presque en costume cravate et dont le but était d'infiltrer les administrations adverses. Aujourd'hui, ce métier-là, même s'il garde une certaine actualité, a été dépassé par un type de renseignement beaucoup plus dangereux. Pour aller chercher ces micro-informations dont on a besoin, qui sont chez les terroristes, eh bien, on doit envoyer des opérateurs au fin fond de Karachi, du Caire, de villes qui sont des mégalopoles extrêmement anarchiques, chaotiques, extrêmement dangereuses. Et donc, l'officier traitant typique que nous avons eu pendant la guerre froide n'est plus tellement adapté à ce type de mission. Il faut envoyer là-bas des hommes et parfois bien sûr des femmes également, mais qui sont des combattants, qui sont capables de se sortir eux-mêmes de situations difficiles. Et donc il y a un vrai nouveau besoin d'enseignement qui est apparu depuis une quinzaine d'années. Mais les modèles Fauda. Alors, le modèle Fauda, effectivement, on est pour les auditeurs, c'est cette fameuse série israélienne qui montre les opérateurs de Tsahal qui opèrent en civil quelques kilomètres derrière en territoire, ce que nous appelons en France en territoire, en Cisjordanie ou essentiellement ou à Gaza. Mais il y a aussi des opérations qui se font beaucoup plus loin des bases nationales pour les Américains. Et j'insiste sur un point, ce qui est important, c'est que ces nouvelles unités militaires ne sont pas les services spéciaux au sens propre. C'est ça qui est assez nouveau, c'est que ce n'est plus la CIA, l'intelligence service ou le Mossad qui mènent ce genre d'opération, ce sont bien des unités militaires spécialisées. Alors, qu'est-ce qui différencie bien, justement, qu'est-ce qui distingue bien ces deux unités ? Alors, ce qui les distingue fondamentalement, c'est que d'abord, elles interviennent généralement sur des théâtres d'opération. Pour les Anglais, ça a été dès le début l'Irlande du Nord, et puis un petit peu Gibraltar après, lorsque l'IRA essayait d'opérer dans cette ville. Et puis après, ça a été l'Irak, l'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que il faut faire du renseignement, recruter, faire de la surveillance en milieu urbain, dans des zones qui sont
très très dangereuses et difficilement pénétrables. Et donc là, on a besoin de combattants qui fassent ce type de renseignement et non pas d'officiers classiques qui ont un cursus plus universitaire et qui vont, comme c'était pas le cas par la fois, qui travaillaient à l'ambassade, à Prague, à Moscou ou ailleurs. Donc il y a cette vraie évolution. Ces hommes-là prennent des risques physiques importants et donc on est obligé de les infiltrer souvent pour une courte durée et de les faire ressortir. Ils n'ont pas besoin non plus de légendes très élevées. Il ne s'agit pas d'en faire des clandestins qui vont être pendant 6 mois ou 1 an en zone hostile, mais il faut qu'ils aient une couverture qui leur permette de durer 24 heures, 48 heures et généralement, ils ressortent du territoire d'opération assez vite. Ces 30 dernières années, on a cette évolution tactique, voire stratégique, mais il y a aussi une révolution technologique qui l'accompagne. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, alors là, on va rentrer dans les deux principaux. Il y a 3 principaux métiers de ces unités clandestines. Il y en a 2 qui sont essentiels. Ils font d'abord ce qu'on appelle de la surveillance ou de la contre-surveillance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le renseignement sans contact. Ils utilisent des caméras, des hélicoptères, des drones pour surveiller les terroristes. On place des balises en ville pour. Et vous parlez des micro-drones maintenant. Alors on parle, mais bien sûr, ce sont surtout des micro-drones. On utilise des caméras à très haute définition, à très longue portée, qui vaut à 7 km. Donc on n'a plus besoin de faire des filatures. On va mettre des balises sous les véhicules. Donc ce qui sont des missions de police en zone de combat, ce sont des choses faites par ces militaires des unités clandestines. Deuxième métier, le recrutement de sources. Au sens propre, on pénètre un milieu terroriste, on pénètre un groupe adverse, on essaie de recruter des opérateurs et après il va falloir mettre en place les techniques classiques pour traiter son agent pendant un certain nombre de semaines, de mois ou d'années. Ce sont 2 métiers différents, les opérateurs sont formés sur des questions différentes. Et puis il y a eu une petite dérive côté américain, c'est quand les forces spéciales ou quand les unités de police ne peuvent pas intervenir, ce sont ces unités militaires clandestines dont encore une fois la finalité numéro 1 est le renseignement qui peuvent se limiter, qui peuvent se consacrer à des éliminations directes pour éliminer un terroriste avant qu'il ne passe à l'action. Là, vous soulevez tout de suite une question que je souhaitais vous poser un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des questions éthiques qui se posent avec ces unités clandestines, puisqu'elles peuvent ne pas être reconnues, enfin, c'est même le principe, par les armées respectives, donc britanniques, israéliennes, etc. Et ça pose une vraie question, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à déclencher de nouveaux conflits, tuer des personnalités sans que le pays n'ait à payer en payer les dégâts. Alors, il y a des risques de dérive. Elles ne sont pas reconnues officiellement parce que bien sûr, il importe qu'elles soient secrètes. Elles sont même secrètes aux yeux des autres unités militaires qui ne connaissent pas ce qu'elles font. Même si elles sont dans des enceintes militaires, personne ne peut y accéder de manière transparente. Le danger qu'on a observé d'abord en Grande-Bretagne, ce qui est extrêmement critiquable, c'est la dérive de ces unités vers une forme d'escadron de la mort, notamment en Irlande du Nord, où soit elles sont intervenues directement, parfois... C'était the Royal Constabulary. Alors non, ça c'est la police nord-irlandaise. Mais les unités britanniques, alors elles portent on va dire le 14e détachement, qui était un détachement de renseignement, et également une autre petite unité qui était la Force Research Unit, faisaient l'un de la surveillance et d'autre de la manipulation de sources, mais n'ont pas hésité à désigner des cibles aux militants protestants anti-républicains pour qu'ils fassent eux-mêmes des attentats. Et parfois il y a eu des exécutions un petit peu rapides, comme c'était le cas à Gibraltar. Alors c'est important parce que si un État considère qu'il est confronté au terrorisme, il est légitime qu'il mette les moyens et que parfois il élimine les terroristes avant qu'ils passent à l'action. Mais là, il y a eu des abus dans un certain nombre de situations en Grande-Bretagne qui sont particulièrement critiquables. C'est devenu le cas aussi malheureusement aux États-Unis où ils créent plus de terroristes avec leurs frappes de drones finalement qui n'éliminent de combattants au bout du compte. Encore une question sur cette reconnaissance de l'action des unités clandestines. Est-ce que finalement les services spéciaux entre eux savent qui a opéré, d'un pays à l'autre, ils se reconnaissent. Il y a souvent, on le sait d'une façon ou d'une autre, des signatures. Est-ce que ces signatures sont faites exprès pour que les autres services puissent comprendre les messages codés, entre guillemets, d'un service à l'autre, sans que la population générale soit au courant de ce qui se passe? Enfin, comment passe l'information quand il s'agit d'un service spécial qui signe, et là, l'unité clandestine, en fait? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Si, alors,
Ça va dépendre de l'objectif. Parfois, et là, il faut faire une différence entre le travail des services spéciaux et le travail des unités militaires clandestines. C'est ça. Oui. Quand on veut vraiment éliminer un adversaire sans laisser de traces, généralement, on se passe par unité clandestine. Non, c'est un travail qui va plus relever des services spéciaux, qui peut sous-traiter la mission un tueur pour brouiller les pistes, et le nec plus ultra, c'est d'éliminer un adversaire en laissant penser à sa famille, à ses proches que c'est un accident et qu'il n'y ait pas d'enquête. Après, ça va totalement être différent selon les cas. Un gouvernement peut vouloir laisser des traces délibérément pour faire passer un message. Voilà. Aujourd'hui, dans la lutte antiterroriste, on ne prend pas ce type de gants et de précautions parce qu'il faut agir rapidement, il faut éliminer des groupes terroristes extrêmement violents avant qu'ils passent à l'action. Donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est laisser planer le doute suite à une opération pour que les gens de Daesh ou d'Al-Qaïda ne soient pas sûrs que l'opération ait été conduite par les Français, les Américains ou les Britanniques, et éviter du coup des rétorsions de leur part. Mais c'est pour ça que certaines déclarations de François Hollande dans un livre qui est paru il y a quelques années étaient assez dommageables parce que généralement on évite de revendiquer une action pour laisser planer le doute. D'accord. Et sur la question des signatures des services secrets, est-ce que les services se reconnaissent ? Quel type de signature il peut y avoir ? On parle notamment des cartes d'identité qui sont laissées sur le sol, c'est vrai ça ou... Alors non, ça c'est plus une erreur, voire une technique de terroristes pour dire qu'ils sont intervenus. D'abord, il faut expliquer aujourd'hui, là on quitte le domaine des unités militaires clandestines, c'est de plus en plus difficile de faire du clandestin. Avec les contrôles aux frontières, la biométrie, les pièces d'identité, les reconnaissances faciales. Ça devient... il y a disparition de l'espèce. Voilà. Il y a l'exemple très intéressant de l'élimination de Mabou al-Mabou à Dubaï il y a quelques années par le Mossad, qui a été filmé par la police dubaïote, dont on n'est absolument pas sûr d'ailleurs que toutes les personnes qu'ils ont filmées participaient à l'opération étaient des Israéliens. Et on ne peut pas imaginer un instant que les gens du Mossad aient opéré sans savoir qu'il y avait des caméras partout. Donc les techniques évoluent. Il y a des difficultés pour faire du vrai travail clandestin, avec un paradoxe dans les pays classiques où on a des systèmes de police, de contrôle. Ça devient très difficile. Par contre, c'est un monde totalement différent dès l'instant qu'on intervient dans le j'ai envie de parler des pays du tiers-monde, mais dans les pays en crise, où là, vu qu'il n'y a pas de contrôle, on peut à peu près faire... Et c'est plutôt là qu'ils opèrent d'ailleurs. Et alors là, pour le coup, c'est là où les unités militaires clandestines interviennent. Il y a peut-être un danger dans ces domaines, et ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, aux pères fondateurs comme David Sterling avec le Special Air Service. Ces unités captivent l'imagination. C'est génial pour la presse, pour l'opinion publique. Par rapport aux moyens investis, les rendements opérationnels est énorme. Mais face, pendant la guerre froide, à un adversaire comme l'armée rouge, l'armée soviétique, aujourd'hui, quand l'Occident, plus ou moins, a comme adversaire de référence la Chine, est-ce que tout cela n'est que un petit peu l'annexe de l'effort stratégique et militaire ? Est-ce qu'on ne fantasme pas, un petit peu comme dans les films américains des années 50-60, que 11 Truand peuvent traverser l'Allemagne, laissant derrière des divisions SS au bord de la route ? Oui, non, vous avez raison. Après, il y a une déformation du rôle de ces unités par les médias. Parce qu'effectivement, vous le disiez, c'est quelque chose de très fantasmagorique, parce que ce sont un peu des combattants d'élite. Ça fait des bons films et d'excellents romans. Et puis, ce sont souvent les hommes issus de ces unités qui écrivent des livres une fois qu'ils les ont quittés pour faire rêver le public, ou d'ailleurs eux-mêmes pour gagner un peu d'argent à travers un livre. Mais en réalité, pour un chef d'état-major des armées, pour un dirigeant politique, exactement, il a l'ensemble d'un éventail d'actions. Alors c'est vrai que dans la lutte antiterroriste aujourd'hui, ces unités-là sont plutôt en pointe. Elles ont un autre avantage, elles ont un rapport coût-efficacité exceptionnel, il faut le reconnaître. Comme justement, ils ne sont que très très peu nombreux, donc c'est une unité qui coûte très peu cher quand même humainement. Bien même sûr. S'ils ont les meilleures techniques à leur service. Et puis surtout, vu qu'on considère que ce sont des combattants d'élite, l'opinion accepte mieux au cours d'une opération finalement qu'un d'entre eux puisse trouver la mort, même si tout le monde le regrette évidemment, parce qu'on considère que ce sont des hommes extrêmement formés qui sont en pointe, alors qu'on enverrait un régiment classique qui aurait de lourdes pertes, ce serait beaucoup plus difficilement supportable par l'opinion publique. Mais est-ce qu'on ne tombe pas un petit peu dans un piège depuis la fin de la guerre froide de mettre tous les œufs dans le panier des unités spéciales, d'aller vers ces genres de choses et oublier que finalement,
ce sont les grosses formations qui vont gagner la guerre ou empêcher la défaite. Non, je pense que c'est une idée qui est véhiculée par par les médias et par l'opinion en tant que telle, puisqu'en termes d'effectifs et de budget, c'est quelques pourcents de l'appareil de défense de la France, des Britanniques. C'est moins de 4000 hommes en France, c'est à peine plus en Grande-Bretagne. La situation en Israël est tout à fait similaire, hein, bien sûr. Ils ont fait quand même... Il y a 12 premiers ministres qui étaient recrutés parmi ces gens-là. Absolument, mais en termes d'effectifs, ça reste aussi très... Il n'y a qu'aux États-Unis où ils sont très nombreux, parce que les Américains, d'abord, sont beaucoup plus nombreux que nous, et ont une définition des unités d'opération spéciales qui est différente de la nôtre. Et puis surtout que là où les Français ou les Britanniques mettent un homme sur le terrain pour réussir une opération, il faut au moins 5 Américains pour que ça marche. Ça, c'était le petit cocorico. Non, mais moi, je vais continuer la question de Gil Mikhaeli sur l'évolution de l'armée. Gil Mikhaeli, vous posiez la question dans le sens inverse. Est-ce qu'on n'en avait pas trop de ces unités clandestines et services spéciaux ? Moi, je me demande si justement, est-ce qu'on ne devrait pas en avoir plus ? Puisque pour moi, c'est, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, c'est vraiment l'évolution des conflits. En fait, on ne peut plus, maintenant on n'a plus de conflits de front à front. Donc c'est plus des armées conventionnelles face à une armée conventionnelle. Donc finalement, petit à petit, on va devoir s'adapter totalement à ce genre de conflit. Ouais. Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans les conflits asymétriques ou hybrides que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les unités en pointe parmi les plus efficaces. Mais effectivement, si on revenait à une situation de conflit dur avec la Chine, la Russie ou un autre État, elles joueraient un rôle tout à fait marginal. On a un bon exemple de ce qu'elles ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, époque où elles ont été principalement créées, où elles ont joué un rôle stratégique sur un certain nombre d'objectifs, mais en réalité, ce sont les grandes unités militaires qui ont gagné, qui ont livré les combats. Oui, mais est-ce que l'arme nucléaire n'a pas finalement annihilé ce genre de possibilité de grands conflits ? Bien sûr, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à partir du moment où l'arme nucléaire a permis d'avoir une forme de paix qui ne montait jamais aux extrêmes, on a pu utiliser des forces d'intervention. Alors, ce qu'on appelle les forces d'intervention, ça va être déjà des unités amphibies ou des troupes de marine ou des parachutistes. Et au-delà de ça, ces unités militaires clandestines qui peuvent aller, d'abord les forces spéciales, et puis après les forces spéciales, les unités militaires clandestines qui peuvent aller plus loin. Et surtout, ils peuvent au dernier moment couper les fils bleus qui empêche la bombe atomique d'exploser. Ça, mais vous avez trop regardé les séries, Gil Mikhaeli. Moi, je voudrais revenir sur le profil de ces combattants que vous décrivez, et notamment, moi, je relance sur la Grande-Bretagne, parce que j'ai l'impression que la Grande-Bretagne, c'est quand même la grande... pas initiatrice, mais en tout cas, elle ça compte beaucoup dans l'histoire des services secrets et des unités spéciales. Oui, les Anglais ont une forme de prédisposition pour ce genre de situation. D'abord, en matière de renseignement, ils ont une culture du renseignement qui est très forte, plus forte que la culture française, et également en matière d'action non conventionnelle. Il y a cette situation intéressante au Royaume-Uni où leurs unités classiques sont à la fois extrêmement hiérarchiques, avec beaucoup de traditions, beaucoup de rigidité. Et de l'autre côté de ça, ils sont capables de faire sortir de ce moule des individus tout à fait extravagants et incroyables. Laurence d'Arabie en était un exemple, il y en a de nombreux, et qui sont capables d'apporter des réponses différentes à des situations nouvelles. Il y a une vraie créativité. Alors nous l'avons aussi en France, mais c'est vrai que les Anglais l'ont fait un petit peu avant nous au cours de la Seconde Guerre mondiale, puis l'ont développé en Irlande du Nord. Voilà. Et ils gardent ce tropisme qui les caractérise vraiment, qu'on va retrouver également en Israël, et qu'on retrouve à un moindre degré, même si on est assez proche de ces deux États-là, en France, aux États-Unis et en Russie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du visage de ces unités ? Donc vous dites que c'est un peu différent en France, qu'on fasse quand même un petit point sur la France. En France, nous n'avons pas d'unité militaire clandestine. Je dis bien, ce sont des militaires qui travaillent. Alors, nous avons des militaires qui travaillent en civil, mais qui sont rattachés au service. C'est-à-dire qu'une unité militaire clandestine est rattachée à l'état-major des armées et au commandement d'un théâtre d'opération. Nous avons le service action de la DGSE, qui est composé en grande majorité de militaires, mais qui sont détachés auprès de ce service, qui dépend de la présidence. Donc on ne peut pas les considérer comme unité militaire clandestine. Voilà, nous avons un petit vide dans la matière qui est en partie comblé par le développement de zones unités spéciales, mais effectivement, les trois États que nous citons, la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et Israël, ont cette capacité qu'ils ont développée un peu plus que nous. Alors vous dites la Russie parce que très certainement, et vous le dites d'ailleurs en introduction, la Russie est aussi concernée par ces unités clandestines, mais elle a réussi à bien garder son secret. Alors, nous n'avons pas d'informations malgré nos contacts également à Moscou.
il est difficile de dire s'ils travaillent comme les Américains ou s'ils travaillent comme nous, les Français, avec c'est plutôt l'idée que nous en avons avec des services spéciaux GRU et SVR qui interviennent sur les théâtres d'opération. En tout cas, à défaut de pouvoir faire un véritable chapitre, les quelques informations que nous avons dit, on n'écrit pas sur les Chinois et sur les Russes, il n'y a pas assez de choses tangibles aujourd'hui. On posera la question à Vladimir Poutine la prochaine fois. Merci beaucoup Éric Dénessé. Je rappelle votre livre La Nouvelle Guerre secrète aux éditions Mareuil. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.